Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf en français. On a retrouvé notre bon vieux studio, ça fait bien plaisir, mais l'équipe elle est toujours là avec toujours Rémi, Fredo à la technique et moi-même. Et toujours la présence d'un invité à nos côtés, un invité que Rémi tu vas nous présenter. Et oui, pour cette émission, on élargit un peu notre spectre, on arrête avec le surf aquitain et on voyage directement au nord, en Bretagne, avec Yann Fontaine, le demi-dieu du surf armoricain. Salut Yann. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je suis un surfeur breton de 26 ans et j'habite à Audierne, dans le Finistère, dans le 29. Cool, alors pour ceux qui ne le savent pas, t'es issu d'une famille très surfistique. Vous êtes une fratrie, 3 frères, et donc Scott et Gordon. C'est un peu en fait les Gudoskas français ou les Malloy français même on peut dire. Ouais, bah nous ça marche par famille là-bas et en fait ils m'ont emmené au surf et ils m'ont beaucoup appris et c'est vrai que. Parce que toi t'es le petit dernier. Hein. Ouais, je suis le petit dernier de la fratrie et on a un Goofy et un Régular et voilà. Donc on est presque comme les Malloy. Non, Malloy c'est 2 Goofy. Ouais. 2 Goofy et un Et Régular. Gudoskas aussi. Non, ouais, nous ça marche par fratrie, ouais, ça a bien marché. Ouais. On est très content de ça. Ouais, bah moi je me rappelle quand je faisais encore quelques compètes, donc c'était plus Scott, je crois, de ma génération, qui gazait bien. Et vous débarquiez en camping-car, si je me souviens bien, et vous étiez les 3 frangins. Et toi, t'étais tout petit d'ailleurs. Ouais. C'est votre père qui est... Ouais, mon père, il est planchiste à la base. Là-bas, c'est très planche à voile. Et donc, il est planchiste. Il nous a emmenés sur des trips planche à voile avec mes frères. Mes frères, ils faisaient de la planche à voile et moi, j'étais trop jeune. Donc, je restais sur le sable pendant que mes frères, ils tiraient des bords. Et ma mère aussi faisait de la planche aussi. Elle tirait des bords et moi, je faisais des châteaux de sable. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, je vais peut-être pas le laisser sur la plage tout le temps. Et donc, on est parti sur un trip à Tarifa. Et faute de vent, mes frères, ils ont voulu aller surfer. Et c'est là où on a commencé le surf. Et après, c'était un peu peut-être une rébellion pour notre père de pas faire exactement la même chose. Mais non, après, notre père s'est mis au surf et on voyageait partout dans l'Europe avec notre petite camping-car quand on était jeunes. Ouais. C'était la recette parfaite pour pouvoir faire des compètes, en même temps être avec sa famille dans un endroit sympa et surfer un max, quoi. Et du coup, t'as combien d'écart avec tes frangins ? Alors, le plus grand, j'ai 7 et le deuxième, j'ai 4. Et il y avait de la rivalité un peu entre vous ou c'était... Toujours. Toujours, Ouais, toujours. Ça se tire la bourre. Ah, ça se tire la bourre, terrible. C'est hyper compétitif. Mon grand frère, un peu moins, mais mon moyen frère, je l'appelle comme ça, Gordon, ouais, il était très compétitif, ouais. Et on avait les bagarres sur le sable ou à la maison, et dans l'eau c'était pareil, c'était la bagarre, quoi. Il fallait. Là maintenant je sais pas, on n'a pas fait de compète ou quoi, de trucs officiels. Mais non, moi je pense que mon moyen frère c'est peut-être le plus fort de la fratrie et Scott est derrière après. Ouais, on le retient, Scott, si tu nous entends. Ah, sympa, désolé. Très bien, et donc ça, j'imagine que toi, ça t'a amené un peu à faire grandir ton surf et vraiment à pousser tes limites, d'avoir des frères plus grands. Ouais, j'ai hérité beaucoup de leur technique, de leur style par mimétisme déjà, simple, et après ils m'ont donné beaucoup de conseils. Mon père nous a donné beaucoup de conseils aussi par rapport à la mer, le sens marin, ça nous a beaucoup aidé dans les compètes. Et puis après, on s'est développé notre esprit compétitif entre nous et aussi le soutien, le support entre frères, quoi. C'était quelque chose que quand moi j'étais petit, mes premiers coachs c'était mes frères, quoi. Et donc ça m'a beaucoup aidé dans les compètes et je les remercie d'ailleurs. Du coup, ils en font encore ou ils ont arrêté. Non, le Scott, il refait quelques compètes là, il refait un revival là. Et on a fait 2-3 coupes du Finistère avec lui, c'était marrant. Et il met des petites branlées aux jeunes, c'est alors ça faisait au moins 6 ans qu'il en avait pas fait, et les jeunes ils sont là, mais c'est qui lui? Ah, c'est Scott, ah c'est le frère de Yann, ah putain, fait chier, j'ai pris une branlée. Du coup ouais, c'est sympa, ça me fait bien marrer, mais c'est à la cool. Et mon frère Gordon est en Angleterre, donc
les compètes, on en a pas fait ensemble depuis vachement longtemps et il suivait le tour anglais. Là-bas, le tour anglais est vachement développé. Il gagnait de l'argent, etc. avec ça. Et il a un peu arrêté depuis qu'il a eu des enfants et une maison, etc. Il a un peu arrêté, mais il suivait le tour anglais là-bas. Ouais. J'ai été faire quelques compètes avec lui. Il y a Rubinache, il y a ouais, ils ont un bon tour de compète avec des surfeurs qui déboîtent. Ouais. Et donc des sponsors et de l'argent à la clé pour eux, quoi. Plus ouais, ils gagnent du prisonnier, ouais, plus qu'en France. Comment vous en êtes arrivés à faire monter le niveau les uns les autres et à commencer à faire de la compète au point de vous faire repérer et d'être devenu ce que vous êtes Mon grand frère, donc Scott, fait partie de la première génération de structures d'entraînement en Bretagne. Donc il y avait à l'époque on était tous à la torche là et c'était la première structure d'entraînement vraiment professionnelle. C'est Scott qui en faisait partie et après Gordon en fait partie. Et du coup de fil en aiguille, le coach qui bossait là-bas nous a emmenés à faire des compètes et mes frères ils ont commencé à gagner des compètes, ils ont trouvé ça bien et puis moi j'ai suivi. Hein. Moi à la base quand j'étais gamin, quand j'allais à l'école, je voulais faire du foot comme tout le monde. À la récré je faisais du foot. Et au bout d'un moment, le mercredi après-midi, il y avait tournoi et ma mère, elle me faisait « Mais non, mais moi, j'emmène tes frères surfer. » Moi, je disais « Ah, moi, je vais aller au foot, s'il vous plaît. » Et en fait, j'ai fini par aller au surf et je suis très content. Mais à la base, c'était ça, ouais. On a suivi les compètes avec la première structure d'entraînement à la torche là-bas. Et du coup, aucun de vous trois, en fait, à un moment, franchi le cap pour aller faire du sport-études en Aquitaine ou quoi? Si, Gordon, il a fait. Moi, j'ai fait le pôle espoir en Bretagne, j'ai fait le clé en Bretagne. Et j'ai fait une année en Pôle France aussi. Et Gordon, il a fait 3 ans au Pôle France. D'accord, ok. Ouais. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué, le sport-études, quand t'es loin de chez toi. Et mon frère, ça s'est super bien passé. Il a super bien progressé, mais il était loin de sa famille et c'était compliqué, quoi. La Bretagne et Bayonne, c'est pas à côté, quoi. Si on avait un pôle à Royan, par exemple, pour nous, ce serait beaucoup plus simple. Mais, il devrait y en avoir un d'ailleurs, c'est la Mecque. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais non, du coup, tout s'est déroulé comme ça. Et moi, j'ai suivi. J'avais pas trop le souhait de venir me développer en Aquitaine. C'était pas quelque chose qui me plaisait énormément. Alors qu'on m'a beaucoup sollicité quand j'avais 14 ans, je commençais à gagner des compètes. C'était bon, il faut maintenant que tes parents ils t'amènent dans le sud-ouest, que vous basiez là-bas pour les compètes, pour les sponsors, les trucs. Et mes parents m'ont demandé, ils étaient prêts à nous aider, mais moi c'était pas quelque chose qui m'intéressait, quoi. J'ai toujours voulu et mis de l'importance sur mon développement en Bretagne. Et j'étais fier de ça, quoi. Et donc du coup, j'ai fait une année au Pôle France et c'était une année de transition. Avec la Fédé, là, ils changeaient tous les postes d'élus à la Fédé, donc il y a eu un 4 mois de pause où on n'avait presque plus d'entraîneurs et du coup c'était compliqué. Moi j'ai trouvé ça trop bien, le sport études c'était top, j'avais des bons potes et tout, mais l'école a pas du tout suivi en fait et du coup j'ai failli redoubler ma première, donc je suis rentré en terminale. C'est d'ailleurs ça, j'ai pas expliqué, mais c'est un des trucs que mes parents m'ont toujours imposé, c'était les études d'abord et après le surf. Donc voilà mon développement. Et d'ailleurs, de ta génération en Bretagne, il y a quand même pas mal de bons surfeurs issus de la même génération. Il y a les Clorec, Tom et Nelson, il y a Gaspard Larsonneur, Titou Amboyer, et c'est vrai que certains d'entre eux ont bougé dans les Landes à un moment et d'autres comme Gaspard et toi ont décidé de rester. Toi, à ce moment-là, tu l'as vécu comment? Parce que avec eux, ils ont peut-être eu une progression plus rapide à un certain moment de leur adolescence. Ils ont beaucoup bénéficié de ça quand ils étaient ados, carrément. Ils ont fait un super choix de descendre. Et après, par contre, maintenant, je sais pas, tu vois, moi... c'est vrai que à l'époque, on s'entraînait tout le temps avec Tom, Nels, Gas. Gas, un peu moins d'ailleurs. Il était un peu plus jeune et on le voyait un peu moins au début, mais il est venu un peu après. Mais Tom et Nels, moi, je partais en trip avec eux. J'allais dormir chez eux à Plouarnel. C'était énorme. Je trouvais ça trop bien. Et quand ils sont partis, c'est vrai que ça fait un bon vide en Bretagne. C'était des surfeurs exceptionnels. Le Padre aussi qui est surfeur lui aussi. Enfin.
Du coup, quand ils sont partis, c'est vrai que ça a fait un bon vide. Et eux, ils ont bien bénéficié de ça. Ouais. Ils sont bien développés, surtout les structures d'entraînement et d'avoir les sponsors à côté. Et ils ont été épaulés par les meilleurs surfeurs du coin, donc ils ont progressé vachement, c'est clair. Qui dit surf breton dit forcément aussi Thomas Jancourt, quoi, la Janquette, on pense forcément à lui. À quel moment il y a eu la connexion qui s'est faite entre vous Moi, et lui? Thomas, c'était ma nounou quand j'étais gamin. Donc, Sérieux? ouais. Donc la connexion s'est faite assez facile en fait. Il faisait aussi partie de la première structure d'entraînement avec mon frère. Du coup, il venait nous garder quand mes parents étaient pas là et on allait surfer. Il nous a toujours emmené surfer partout en Bretagne. Et il a vraiment développé chez nous ce petit esprit un peu diversifié des spots. On allait partout surfer. On a beaucoup appris, surtout à faire des tubes, sachant que en Bretagne, on a beaucoup moins de facilité à faire des tubes qu'ici, quoi. Et lui, c'était un truc qui nous a beaucoup appris. Ouais. Et donc c'est un très grand collègue, c'est un mentor, c'est même un coach. De temps en temps, il me donne des bons conseils. On peut dire que c'est le premier vrai pro surfeur breton. Ouais, c'est le premier vrai pro surfeur. Et un pro surfeur qui vivait totalement de ça jusqu'à ses 29 ans, je pense. Et qui a développé son image, il a bossé, il a appris pas mal, il a appris au taquet de trucs. Bon, il a eu la chance d'avoir Canabich aussi, et Canabich le supportait, mais ouais, il nous a appris énormément de choses. Il a fait beaucoup de bien au surf breton, autant dans le côté free surfer que dans le côté compète même. Ouais, et ce que tu disais, c'est assez vrai sur sa personne. C'est que moi, Thomas, c'est toujours un mec que j'ai vu entouré de plein de gamins. À chaque fois qu'il se déplaçait en compète, il emmenait des gamins de son bled ou du bled d'à côté pour leur faire vivre le truc. Et ouais, ça, c'est assez vrai. Ouais. Je crois que t'as vraiment raison là-dessus. C'est ce qui m'a transmis, c'est t'as un ancien et t'as un jeune, quoi. Donc ton ancien va t'épauler et toi tu dois trouver un jeune pour l'épauler, quoi. Et surtout que ce soit lui ou même du coup vous, on voit bien que chacun revendique le côté breton en fait de la scène bretonne, ce qui est pas forcément vrai sur les autres surfeurs d'autres régions, que ce soit Vendéen ou Charente, qui eux jouent un peu moins le côté tu vois, genre, je suis identitaire. Ouais, identitaire, exactement. Vous ouais, parce qu'on on est fiers de notre région, quoi. Et au bout d'un moment, on avait un peu marre d'être pris pour des surfeurs un peu faibles, quoi, avec pas beaucoup de vagues. Donc on a fait, allez, les gars, nous on est bretons, quoi, on est fiers de l'être, quoi. Vous pouvez dire ce que vous voulez, nous on est bretons, c'est 100 fois mieux que vous. Et d'ailleurs, depuis Instagram, vous avez quand même montré qu'il y a des super vagues chez vous. Quand on suit ton Instagram ou suit Jonquette ou même d'autres surfeurs bretons comme Gaspard, ouais, il y a quelques posts qui donnent bien envie. Ouais. Et donc c'est comment? C'est la réalité du surf en Bretagne. La réalité du surf en Bretagne, c'est beaucoup de côtes, beaucoup de plages différentes, beaucoup d'endroits différents. Donc t'as toujours des vagues en hiver, en été, t'as toujours des vagues à surfer. Et moi, je préfère l'hiver parce que t'as des tempêtes qui arrivent dans tous les sens. Et c'est super excitant d'avoir une côte comme ça pour préparer ses spots, tu vois. Et on a beaucoup de très bonnes vagues. Après, pour moi, on n'a pas de vagues world class. Quand j'entends world class, je parle aussi de consistance, tu vois. Et mais on a beaucoup de très bonnes vagues et on a encore plein de vagues qu'on n'a pas assez surfé. Moi, j'ai des vagues en tête. On a encore découvert des vagues cet hiver avec Gas. On a des trucs partout, quoi. Après, nous, au niveau de nos réseaux et tout, on essaie de gérer ça, tu vois, pour pas vendre notre spot. Comme ici, dans les Landes, c'est déjà tout est presque grillé, quoi. Tout en Aquitaine, même. Il y a des gars qui filment partout. Nous, on essaie de justement pas rentrer là-dedans et de garder un peu notre secret, quoi. Donc, on vous emmènera, mais on vous dira pas où c'est. Les yeux bandés. Exactement. Ça a participé à aussi faire connaître les surfeurs de la scène bretonne, mais il y a Ronan Gladuc qui, lui, est passé des centaines d'heures derrière le trépied à filmer les plus beaux spots du coin et les meilleurs surfeurs dessus. Ça a participé du coup à faire du surf breton ce qu'il est aujourd'hui. Pareil que pour Thomas, comment la connexion elle s'est faite avec Ronan et où ça en est aussi aujourd'hui? Alors Ronan, à la base, il avait un projet qui s'appelait Baravel, le film de surf en Bretagne. Qui bien avant Instagram aussi a révélé un peu le potentiel du coin. Ouais, complet. Et donc il avait pris Thomas en tant qu'égérie, mon frère Gordon. Ouais.
Et après, du coup, nous on a suivi, nous on était les youth, un peu les jeunes avec Gaspard, il y avait Hugo Cornec aussi. Et du coup, c'est là où je l'ai rencontré. Et c'est vrai que la dévotion de Ronus, moi je j'appelle pas trop Ronan, mais de Ronus, c'est que il s'est totalement dévoué pour la cause, quoi. Du coup, son travail transpirait l'identité bretonne, ses photos, il y a toujours un paysage, il y a toujours un truc, il y a pas qu'une vague, c'est pas que de l'action. Donc lui, il est fier de ses origines et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé à nous marketer quand on allait vers les médias, quoi. Et il y a d'autres, moi je me rappelle de plein d'autres figures du surf en Bretagne, peut-être un peu plus âgées que Thomas, et justement qu'on contribuait à ce pôle d'entraînement. Je pense notamment à Ronan Chatin, qui est un champion de longboard, qui est toujours un très bon surfeur. Un surfeur de gros aussi. Ouais. Et Didier Thirilly, ouais. C'est deux en fait, gars-là. à la base, il y a l'ESB. L'ESB, c'est l'école de surf de Bretagne. C'est eux qui ont créé les premières écoles, les premières structures, les premiers shops. Enfin, Stéphane Corbignan, Didier Thirilly. Stéphane Corbignan est dans le Morbihan, Didier Thirilly, Finistère. Et Ronan Chatin qui s'est associé aussi. Ronan est plus jeune que Didier Thirilly et Stéphane Corbignan. Et d'ailleurs, pour préciser, Stéphane Corbignan qui actuellement est le team manager de l'équipe de France de surf. Donc il bosse à la Fédé. Il est pour nous tous ces personnages-là, ils ont beaucoup fait pour le surf breton. Ouais. D'une part en créant des structures, d'autre part en créant une économie avec le tourisme surf qui était pas du tout à l'époque pas du tout créé en Bretagne. Ils ont fait des écoles, ils ont bien structuré tout ça, et aussi en nous apportant un soutien quand on était jeune. Moi j'étais soutenu par Didier, par Ronan était mon entraîneur quand j'étais petit, donc ils nous ont bien aidés à nous développer, carrément. Je me rappelle, moi quand j'étais petit, le pôle donc tu avais la Fédé qui organisait des stages de détection, et tous les gens au-dessus de Bordeaux, ils allaient en Bretagne avec Ronan et Didier, et tous les gens en dessous de Bordeaux, ils allaient à Hossegor avec je sais pas qui. Ouais, on a fait des stages avec les Vendéens, les Charentais, c'était bien marrant. Moi quand j'étais jeune, on en a fait aussi à Royan et tout. J'ai des super moments, des super souvenirs de tout ça. C'était top. Mais ils ont développé ça pour que ce soit un pôle important, quoi. Et que j'allais y venir justement. C'est pour moi en France, quand je regarde un peu les structures d'entraînement, j'ai l'impression que c'est plus ou moins c'est devenu le deuxième pôle en termes de structure français, étant donné que la Réunion il se passe ce qui se passe, qui était un gros pôle, mais là c'est un peu freiné avec les problèmes actuels, mais j'ai l'impression que la Bretagne s'affiche vraiment sur la carte du surf français. Moi tu vois, je mettrais même carrément la Guadeloupe en premier, parce que la Guadeloupe ils ont développé totalement, t'as vu tous les surfeurs guadeloupéens qui sortent de ça. Ouais, c'est vrai que les jeunes, il y a beaucoup de... Et après, je mettrais égal Bretagne et Aquitaine. Parce que maintenant, l'Aquitaine, je trouve que c'est moins fort que peut-être que ta génération, et que le pôle... Ma génération, moi, c'était la Réunion. Ouais. Genre, t'arrivais sur les championnats de France, tu voyais les Réunionnais débarquer, tu te faisais pipi dessus déjà. Moi, quand j'étais jeune aussi. Et maintenant, c'est vrai que quand t'arrives sur les championnats de France, les podiums, ils sont super équilibrés. T'as un Breton qui va gagner, t'as un Aquitain, un mec de la Guadeloupe, un Réunionnais. Et c'est vrai que c'est vachement plus équilibré. Avant, t'avais vraiment des grosses régions dominantes, quoi. Ouais, complet, ouais. Donc, si on revient un peu sur ta personne de demi-dieu du surf breton. Demi-dieu, oulala. Bah oui, étant donné que l'autre demi-dieu, c'est Jean-Claude. Donc toi, t'as enquillé les compètes, t'as fait pas mal de pro juniors avec des bons résultats. Et à la fin de ton pro junior, t'as un peu délaissé les compètes pour partir faire tes études. Tu peux nous parler de cette période-là? En fait, la fin de mon pro junior, du coup, moi, c'était à l'époque, c'était quand même 21 ans. Donc, à la fin de ces années-là, je suis passé à très peu de me qualifier pour les mondiaux. Il y a une année où je me suis blessé, genre 2 semaines avant la compète aux Canaries, là, à la Cicère, où c'était des petites vagues compliquées. Du coup, j'ai eu des fins de saison qui étaient un peu compliquées, là. Les dernières années, ça m'a un peu dégoûté. Je voulais absolument aller aux mondiaux, ASP à l'époque.
Et j'ai pas réussi. Du coup, après ça, je me suis dit, bon, je vais faire un peu de QS, je vais voir. J'ai fait 2-3 QS et j'étais pas prêt, en fait. Mon surf était pas développé, j'étais pas organisé, je savais pas comment il fallait faire. J'avais pas de coach, je suivais. Je me rappelle, on était allé avec Romain, je suivais un peu les grands, quoi. Romain Lollet, Adrien Toyon, on était allé aux Canaries, faire des compètes comme ça. Et j'ai pas eu beaucoup de résultats et du coup j'ai fait je vais repartir dans les études un petit peu et je vais faire mon cursus d'études et voir comment ça se passe tout ça et me concentrer sur peut-être pas faire le tour mais sur des compétitions, le championnat de France. J'ai fait 3-4 finales au championnat de France à la suite. J'ai fait les coupes de France aussi, j'ai gagné 2 fois le circuit coupe de France. Bref, je suis concentré sur des compétitions comme ça pendant que j'avais mes études. Donc j'ai fait 3 ans de STAPS, licence entraînement, pour avoir mon bagage. Et aussi avant j'avais fait un BP, donc j'ai eu mon BP, j'ai fait 3 ans de STAPS, licence entraînement, pour avoir mon bagage coaching, parce que ça c'est un truc que j'ai affectionné. Et après ça j'ai fait 3 ans de podologie. Et ça c'est une place que j'ai eue via les structures sportives de haut niveau. J'avais mon statut, donc je pouvais bénéficier d'une place dans un organisme tel qu'une école de podologie. Et du coup j'ai fait ça. J'ai mon diplôme maintenant. Ça fait 6 ans que je fais des études et là je recommence un peu à faire des compétitions cette année. Et tes études de podologie, tu les avais faites en Bretagne ? Ouais, du coup, je les ai faites à Rennes et avant ça, j'étais à Brest. Donc Brest, c'est plus sur la côte et Rennes, du coup, je faisais des trajets, mais j'ai pu surfer un peu au nord de Rennes. J'ai découvert plein de spots et tout, donc c'était super. Et comment tu gérais l'équilibre entre études et surf et compète, ouais. Bah, c'était pas facile parce que j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui était super compréhensif et il m'a beaucoup écouté au préalable pour la gestion de mes études et l'organisation de mon temps. Et j'avais une journée par semaine où je pouvais aller m'entraîner surfer, quoi. Et ça c'était top parce que du coup je pouvais parce que Rennes c'est à 2h30 de chez moi, ou sinon c'est à 1 heure des côtes, quoi. Soit tu vas à Quiberon, ouais, soit tu vas vers Saint-Malo par là-bas, quoi. Je sais pas si Saint-Briac, tout ça. Saint-Briac, c'est plus à droite, mais ouais. Soit tu vas au sud, soit tu vas au nord. Ouais, voilà, ouais. Ok, oui. Et pas le temps d'aller à Brest. Hein. Non. Du coup, j'allais surfer par là-bas, mais bon, il faut les bonnes conditions, quoi. Mais j'allais beaucoup vers la Plouarnel et tout par là-bas surfer à l'époque. Ouais. Ok. Quand j'étais à Rennes. Et du coup, mon directeur était super sympa et il m'a dit tant que t'as des bonnes notes et que tu travailles bien et voilà, s'il y a pas un couac dans les examens ou quoi, je te laisse faire ça, tu gères ton truc. On refait des visites pour être sûr que tout se passe bien et voilà. Et puis j'ai pu faire des compètes, j'ai pu aller m'entraîner, j'ai pu faire des stages à l'étranger, etc. Donc c'était top. J'ai fait beaucoup moins de compètes et beaucoup moins de surf, mais j'ai quand même gardé un peu la main, ce qui est, je le remercie. J'ai eu mon diplôme et voilà, tout va bien. Tu l'as eu quand, le diplôme ? L'année dernière, en juillet. Ok. Ouais. Et là, 2018. Ouais. Et là, ensuite, tu as décidé de prendre un peu de temps pour te reconsacrer au surf, alors ? Alors, j'avais plusieurs choix. Soit j'arrêtais tout et je me mettais dans ma pratique et voilà, j'allais surfer pour moi, quoi. Mais j'avais pas envie d'arrêter tout, donc je me suis dit voilà, je vais mettre 3-4 ans où je vais être à fond dans ma compète, à fond dans mon sport, à fond dans mon surf, développer. J'ai pas mal de projets depuis que je suis gamin que j'ai envie de faire. Déjà, c'est des projets sportifs et des projets aussi perso. Tu vois, j'aimerais bien réaliser des petits trucs en Bretagne de mes propres mains avec des caméramans de là-bas, tu vois, faire un petit film, pourquoi pas un long projet ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est des trucs que j'aimerais bien faire. D'ailleurs, vous avez fait un film avec Gaspard où vous surfez de nuit, où ça ouais. a un peu buzzé. Ouais, ça, tu vois, c'est totalement le reflet de l'évolution aussi du surf en Bretagne, quoi. Maintenant, les mecs, c'est des gars de Paris il y avait un Finistérien dans le lot, mais bon, ils se sont dit, où est-ce qu'on va faire notre projet de lumière ? Ils ont dit, vas-y, la Bretagne, ça surfe aussi, c'est à côté de Paris. Au lieu d'aller à Osgore le faire, ils l'ont fait en Bretagne, quoi. Et du coup, ils nous ont contactés.
Et c'est exactement le reflet de les mecs commencent à s'intéresser, tu vois, un peu. Et d'ailleurs, ils l'ont présenté dans des festivals. Et ouais, ils l'ont présenté et ça a bien cartonné. On est passé sur Stab, on est passé sur l'équipe, on est passé sur JQ, on a eu genre 800 000 vues, je sais pas quoi. C'était. Après, moi, je trouve le rendu, il est dingue. J'ai trouvé ça trop bien. Le rendu est cool et c'était et l'expérience était incroyable. C'était trop bien. En fait, on a, pour être honnête, on a pas mal de gars qui nous démarchent pour des trucs comme ça. Ouais, on va faire un trip, on a besoin de surfeurs ou des projets. Et là, moi, j'ai lu le truc. J'ai fait, bah voilà, ça a l'air marrant. Tu vois, surf de nuit, ils vont amener 2-3 lumières. On va peut-être avoir une lumière sur la tête ou une connerie, tu vois. Et en fait, non, ils nous envoient le projet, là, un grand script. Je fais, putain, le mec est pro. On arrive, le premier jour de tournage, des camions énormes, des trucs de 3 mètres de haut avec comment ils appellent ça, de la gélatine de couleur, trois projecteurs de je sais pas combien de milliers d'euros. On était là, putain, mais on va tourner un Spielberg, quoi. Et non, c'était énorme. Et les mecs super pro, super marrants. On a tourné pendant 3 jours. Et on a eu une session à la torche. C'était ils avaient pas le choix, mais les conditions étaient horribles. Ça se voit pas du tout, mais il y avait 3 mètres vent de nord-ouest. Ils nous ont demandé comment vous pensez le truc, à quelle heure on fait. Nous on fait on y aura la reforme à la torche. Il y a toujours une petite reforme. Et c'est là le moins pire, quoi. Et au final, on a eu des vagues. C'est vrai que pendant la session, on a eu des vagues, on a réussi à faire des airs et tout. C'était. Sur la vidéo, tu t'en rends pas compte? Pas du tout. Et l'expérience était incroyable. Ouais. On a des lumières dans tous les sens. T'as l'impression de surfer. J'ai surfé sous LSD, j'ai jamais pris, mais bon, ça a l'air. C'est pareil, quoi. T'as des lumières, c'est vraiment totalement différent de ton surf de d'habitude, et c'était vraiment dingue. Moi, qui aime bien les trucs un peu chiadés au niveau artistique et tout, j'ai trouvé ça. L'expérience était vraiment folle. Ouais. Et évidemment, le lien du clip est dispo dans la description de l'épisode, ce qui sert de transition toute trouvée là pour le premier morceau de l'émission, parce que là aussi il s'agit d'un gros projet cinématographique surf qui a vachement buzzé. C'est The Doc et The Doc 2.0, le projet de Stab avec Chipa, Dayon, Noah Dean et Ethan Osborne, qui s'amuse à se péter la tête et les tibias sur ce fameux dock flottant. Et le morceau, c'est Modern Relations de Number. On écoute ça et on se retrouve tout de suite après.
Un bon projet vidéo. Et d'ailleurs, Yann, tu nous disais que tu avais pas mal de projets en cours à venir dans les prochains mois, les prochaines années. Tu peux nous en dire plus sur ce qui se trame dans ta vie? Ouais, alors moi là je suis sur déjà plusieurs casquettes, donc j'ai mon projet professionnel podologique, donc ça c'est des remplacements, etc. Ça, on va pas parler trop de ça, mais au niveau coaching, alors je bosse avec Billabong, donc j'ai Richard March, c'était un Australien coach reconnu mondialement pour ses talents, et donc il bossait en tant qu'employé de Billa, et donc il m'a passé la main il y a 3 années de ça, donc je m'occupe de l'équipe junior européenne de Billabong. Donc là j'ai la fin de saison junior à gérer, septembre j'ai la dernière compétition, donc on a le titre en jeu. Pour l'instant on a 4 juniors, 3 victoires Billa, donc c'est pas mal, le bilan est pas trop mal, mais on a le titre en jeu à la fin, c'est souvent la... Et donc qui est sur le titre? On a Kaoli, Thiago et Justin cette année, dans l'ordre. Donc toi, t'en as 2, ouais. Thiago et Justin, qui sont sur le titre. Donc pour préciser, pour ceux qui connaissent pas, c'est Thiago Carrick et Justin Becquerel. Ouais. Et Kaoli Vast. Voilà. Et donc c'est 3 surfeurs qui déchirent, et donc ça va être hyper intense la dernière compète là. Donc est-ce qu'en fait le titre aurait pu se jouer à Cabreton parce qu'il n'y avait pas encore la compète des Açores qui était confirmée? Ouais. Mais depuis, c'est le cas. Même, elle aurait pu se finir à Cabreton si Kaoli avait gagné, sauf que Thiago lui a mis une rouste en finale. Du coup, tout se joue, quoi. Tout se joue parce que Kaoli a qu'une victoire. Et Thiago en a 2. Voilà. Thiago en a 2 et Justin en a 1. Et c'est juste Thiago et Justin, ils ont un résultat qui est vraiment pourri dans leurs 4 résultats. Donc tout peut se jouer. Après, Kaoli a quand même une bonne avance, mais tout peut se jouer dans la dernière compète. Une grosse pression pour toi quand même là-dessus. Pas de pression, je suis prêt. Donc voilà, le coaching, et après du coup il y aura normalement les World Juniors à Taïwan en mi-novembre. Et avant ça, on fait 2-3 événements, notamment sur le Quick Pro. On amène des jeunes à graviter autour des pros de chez Billa, voir un peu comment ils s'entraînent, etc. Et aussi, il y a la compète à Ericeira, le 10 000, le QS. Peut-être qu'on va emmener des jeunes là-bas, on sait pas. D'accord, t'as des jeunes dedans qui participent sur cette compète, sur le 10 000? Il y a Justin qui participe normalement. En tant que wildcard? Ouais, il a la wildcard normalement. C'est pas sûr, hein. Ça c'est des trucs, je sais pas si c'est officiel encore, mais l'année dernière il l'a eu, donc on verra. Normalement il l'a cette année. Mais là, comme il y a Richard March qui est là, et c'est Richard qui va s'occuper de Justin sur Ericeira. D'accord. Mais on va avoir c'est plus amener des petits jeunes dans les 12, 13 ans, 14 ans à graviter un peu autour, ou des jeunes qui veulent s'entraîner pour l'année prochaine sur le QS, donc voilà. Avant de parler des autres casquettes et des autres projets, peut-être on peut creuser un peu cette partie coaching. Ça peut paraître surprenant pour les gens parce que tout se passe dans un microcosme aquitain, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans un rayon de 30 km², que ce soit justement depuis quelqu'un de Bretagne qui coach un petit peu, qui est pas vraiment dans le sérail, quoi. Ouais. Comment du coup tu gères ça à distance? Est-ce que c'est vraiment que sur les événements ou est-ce qu'il y a un travail au long cours avec eux? C'est principalement sur les événements. Après, on fait 2-3 petits stages d'entraînement, surtout en pré-saison. Mais après, c'est du contact avec les jeunes et leurs parents aussi. Pour la préparation, l'organisation, les entraînements, quelle dose, etc. Mais au niveau du purement technique et du travail de jour à jour, même le travail physique, je peux pas parce que moi je suis en Bretagne. Et de toute façon, si je serais ici, ce serait pareil parce que on a un Italien qui est aux Canaries, il y a Thiago qui est au Costa Rica, la moitié du temps. Justin, c'est pareil, il est presque jamais là. Et tous les autres jeunes, c'est pareil, ils sont un peu partout. On a des Portugais, donc le principe c'est que ils ont un entraîneur et ça c'est Richard March qui a mis ça en place. Il les oriente vers des entraîneurs en qui il a confiance un peu dans le coin. Si il y a une bonne relation avec l'entraîneur, il continue et en fait il se développe avec un entraîneur dans le coin à côté de chez eux, entraîneur physique, entraîneur technique. Et après sur les compètes, moi je prends en charge la partie purement événementielle, quoi, purement
purement coaching type quoi. Je suis leur coach sur les compètes. Ah, c'est plus de la stratégie, de gestion de hit, de la confiance. Exactement, genre gestion de saison, organisation, c'est ça mon taf. Tu disais que c'était Richard Marsh qui t'avait choisi, mais comment il a pensé à toi en tant que coach? Est-ce que ça vient de ta formation de STAPS? Ouais, non, c'était mon coach quand j'étais dans l'équipe junior à l'époque. Et en fait, la dernière année, déjà, on avait une super bonne relation et moi, j'étais super intéressé par son taf et comment il avait géré le truc et je lui posais énormément de questions. Je passais ma moitié du temps à lui parler. À chaque série, j'étais là pour écouter ce qu'il disait. Ça m'intriguait, ça m'intéressait de savoir et déjà pour moi personnellement pour me développer et puis je trouvais ça trop bien quoi et du coup je suis resté beaucoup à côté de lui pour les séries des juniors et tout et là j'étais blessé ma dernière saison donc j'ai beaucoup écouté et du coup il a pensé à moi après par rapport à cette relation là je pense et il m'a appelé et moi au début je venais de sortir j'étais là, c'est quand même un gros taf, quoi. C'est des gros événements, une grosse équipe, il y a des budgets derrière. Moi, je gère pas les budgets, mais c'est quand même un gros taf, quoi. Et du coup, j'étais pas sûr d'être prêt. Et donc, du coup, au début, j'étais pas hyper chaud de le faire. Et au final, il m'a mis en confiance. Il est venu un peu avec moi au début et en fait, on a développé une relation comme ça, un peu comme coach partenaire, quoi. Ouais. Et lui, il partait sur les événements internationaux et moi, je gérais les juniors et on discutait de tout ça. Et il revenait gérer les juniors avec moi et puis pendant 1 an ou 2 et après, moi, il est parti lui en privé. Il est plus chez lui là depuis 2 ans maintenant. Et du coup, c'est moi qui gère tous les juniors en Europe. C'est marrant que tu poses cette question, Romain, parce que c'est une discussion que j'avais eue avec Richard quand tu suivais encore les juniors. Et il me disait, ouais, Yann, c'est un super gars à avoir dans son team parce que non seulement c'est un bon surfeur, mais aussi il aide à fédérer le team. C'est un peu un team captain. Et c'est vrai que à l'époque, chez Billa, il y avait un gros team. Donc il y avait les cousins Mignot, il y avait Gatien Delahaye, Thomas Fernandez, donc des très très bons surfeurs, mais des grosses personnalités qui sont capables de. Il y avait Mateya Ikili aussi, qui sont capables de faire un peu de freestyle de temps en temps. Et justement, il disait Yann, je m'appuie vachement sur lui pour un peu contrôler tout ce monde. Et donc moi, de l'extérieur, j'ai eu l'impression que cette transition s'est fait assez naturellement parce que sans que tu le saches, tu t'avais déjà un peu préparé dans ce rôle-là. Je l'ai pas remarqué à l'époque du tout. Moi, j'ai ce côté-là, fédérer le team, l'équipe et tout, c'était un truc que j'ai appris en tant que Breton, quoi. Enfin, identitaire, on est fiers et à chaque fois qu'on est en équipe de Bretagne, c'était le truc le plus important, c'était l'équipe. Et même après, Patrick Flores a retranscrit ça sur les équipes de France aussi. C'était vraiment l'équipe et donc moi j'ai développé ça et je trouvais ça super important d'avoir une équipe forte pour que les individualités excellent, quoi. Et c'est vrai que chez Billa, on a depuis Richard Marsh, l'équipe là, on a toujours ça, quoi. Ouais, c'est vrai que tu as bien réussi à retranscrire. Là, je l'ai vu la dernière fois sur le Pro Junior à Cabreton. Tu vois que tu as tout ce petit monde qui supporte les autres et c'est assez intéressant. Ça aide à tout le monde en fait. Et tu vois que les résultats sont là, donc ta formule est plutôt bonne. Ouais, puis c'est beaucoup plus cool comme ça. Comme ça, tout le monde est à part égale, on fait partie d'une équipe, il n'y a pas d'histoire de contrat, de sponsor, de résultats, de trucs. Tout le monde au même niveau. Que ce soit le jeune de 14 ans qui a sa série ou que ce soit Justin, il faut que tout le monde soit là pour les supporter, que chacun a sa place. Il y a pas de. T'imposes une rigueur que chacun soit là pour la série de l'autre. J'essaie de faire en sorte que, sauf s'ils ont leur série après, mais j'essaie de faire en sorte que qu'ils soient là et qu'ils supportent et qu'il y a du soutien et que tout le monde soit à fond dans l'équipe, quoi. Si les mecs se sont fait virer la veille, tu les obliges à venir le lendemain pour la série des copains. Ouais. Free surf le matin, 6h du mat, direct. Alors qu'ils ont perdu la veille. Moi, je m'en fous, il faut qu'ils soient là. Tant pis. Hein. Mais c'est pour eux, c'est que du bonus. C'est qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est la compète. Si tu t'arrêtes à ta défaite, tu comprends rien et en fait, tu t'évolues pas, quoi. Donc pour eux, c'est que du bonus. S'ils ont perdu, ils vont aller. Il faut qu'ils soient là et qu'ils supportent les autres, qu'ils comprennent pourquoi eux ils réussissent.
pas forcément mais il a réussi parce qu'il a de la chance. Non, bah non, ça marche pas, quoi. Donc voilà. J'essaie de faire en sorte qu'il soit là tout le temps. Ouais. Et donc, t'as aussi, pour rester dans le domaine du coaching, t'as aussi un peu ce rôle avec les jeunes surfeurs bretons. J'avais, mais maintenant j'ai plus trop le temps. Par contre, enfin, en équipe de Bretagne surtout, c'est plus. À l'époque, je coachais l'équipe de Bretagne aussi, mais là, j'ai plus trop le temps de le faire. Mais par contre, tous les jeunes qui gravitent autour des QS, etc., qui sont un peu en off, qui sont plus au pôle, voilà, ou qui font des juniors, c'est vrai que d'un point de vue cœur, je suis obligé d'un peu les aider, enfin. Je sais pas, c'est automatique. J'ai cru voir sur le Pro Junior à la Torche, il y avait Aurélien, ouais, Buffet, voilà, ça, qui avait l'air d'être un peu dans ton crew aussi. Ouais, voilà, il est totalement dans mon crew, il est dans mon club et c'est un petit jeune que je suis depuis longtemps, donc ouais, je suis obligé d'être. Personnellement, je suis obligé d'être là. Professionnellement, peut-être pas. D'ailleurs, ça m'a revu du tort de temps en temps. C'est vrai. Ouais. On te l'a reproché. Ouais, parce que une année là, Théo Julit avait gagné une compétition et donc moi je l'avais un peu aidé, un pro junior au Portugal. Et j'étais parti en tant que coach Bila, quoi. Et sauf que moi, du coup, je regarde la compète jusqu'à la fin et il y avait le petit jeune qui était là et donc je suis allé voir ses séries et je l'ai supporté. Et la photo, bien sûr, c'est moi qui le porte. Et lui, il a des trucs rip curl tout autour. Et il y a des gens, ils ont pas du tout compris, quoi. C'est là, mais comment ça se fait que le coach Bila, il porte un gamin rip curl, tu vois. Et du coup, ça m'a vu un peu tort au début. Genre, Bila t'a fait le reproche ou? Ouais, il y a eu des petites remarques, mais c'est pas méchant. Ouais. Et donc, au niveau de tes jeunes, donc là, t'as parlé de Thiago Carrick et Justin Becquerel. C'est quand même deux gros profils en France. Ouais. C'est deux gros espoirs du surf français. Ouais. Comment tu gères un peu avec eux là, parce qu'ils ont quand même des contrats conséquents, des attentes élevées derrière eux. Ils sont dans la même team, ils sont rivaux, ils sont meilleurs amis et en même temps les plus gros rivaux de la planète. C'est très délicat à gérer. Très délicat à gérer. C'est un des points d'ailleurs peut-être qui me prend le plus de temps, c'est de faire en sorte que ces deux-là ils excellent sans être bouffés par le copinage, tu vois, parce qu'il faut quand même qu'ils soient rivaux. C'est important qu'ils ont chacun leurs ambitions et qu'il n'y en ait pas un qui prenne sur le dessus. Mais ouais, c'est deux surfeurs que j'affectionne particulièrement de coacher parce que je trouve ça super intéressant en fait, les voir évoluer. Ça fait 2-3 ans maintenant que je les vois. Et c'est des super surfeurs et c'est super intéressant de voir cette petite rivalité et des échanges. Et il y en a un qui va gagner, l'autre il aura. Enfin D'ailleurs, ça c'est ma prochaine question. Comment tu gères les up and down de chacun? Parce que par exemple l'année dernière c'était plus l'année de Justin. Il gagnait beaucoup, il avait vraiment le gros mojo, et là on sent que cette année c'est plus Thiago qui a le mojo. Ouais, mais est-ce qu'ils arrivent à gérer ça ou t'es obligé de les aider C'est pas facile, mais eux aussi sont assez matures, ils comprennent bien, surtout Justin, il est très mature pour son âge et il comprend bien tout ça, mais c'est son année aussi à Justin. Il est arrivé sur le Pro Junior, il a éclaté tout le monde la première compète. Il a fait un 9,80 en finale. Enfin, il est hyper présent. Il a juste eu un mauvais résultat sur la dernière compète, mais sinon il est hyper présent. Son année est presque parfaite, quoi. Après, t'as Kaolivast aussi qui est là. Enfin, tu vois, les trois là, c'est du top niveau, quoi. J'ai rarement vu ça, quoi. Les mecs se tirent la bourre. C'est hyper intense, ouais. Hyper intense. Les résultats qu'ils ont, c'est énorme. Enfin, des victoires. Kaoli, il est hyper consistant, mais il a pas de victoire. Thiago, il a 2 victoires et après, il a une 5e place, mais son dernier résultat, c'est un premier tour. Justin, il a une première place et 2 3e places et il a un premier tour. Tu vois. Les probas sont serrés, là. C'est n'importe quoi. Et tu les aides aussi sur les QS? Alors ouais, cette année en fait, comme ils sont un peu en transition, à leur demande, avant toute chose, c'est eux qui demandent un peu d'aide. Je les aide sur les QS. Donc j'étais avec Justin en Israël, j'étais avec Thiago au Sénégal, et là j'étais avec Thiago et Justin à Lacano. C'est
moi aussi je fais la compète en même temps. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ouais, donc en fait, j'ai pas envie de laisser ma compète pour les événements QS, parce que pour moi la priorité pour eux c'est les juniors, c'est pour ça que je suis employé quoi. Donc ces compétitions là, c'est du conseil, c'est de l'aide. Je suis là pour leur série, je leur donne des conseils pour les planches, un peu comme sur les juniors, mais il y a une intensité en moins quoi. Si j'ai ma série et que je suis dans la même série qu'eux ou quoi là, bah c'est comment ça se passe si t'es dans c'est jamais arrivé pour l'instant, heureusement. Et t'as déjà eu ta série juste après la leur, t'empêchant de regarder la leur du coup ouais. Mais moi ça me dérange pas trop parce qu'en fait je fais des situations stratégiques, je réfléchis au placement pour eux, on en discute et voilà, et moi ça m'aide aussi pour ma propre compète quoi. Donc voilà, non pour l'instant j'ai pas eu de situation biscornue, donc tout T'es jamais tombé contre l'un d'entre eux? Non. T'en as jamais battu un ou inversement? Non, Thiago il m'a déjà battu au Maider, mais bon c'était des juges basques donc ça compte pas. Mais non, en finale c'était compliqué. Mais non, Justin, lui, il a cette petite phrase d'ailleurs. Il rêve de me défoncer en Coupe de France. Là, à chaque fois, je lui mettais des roustes en demi-finale. Il a jamais fait une finale à cause de moi. Mais non, c'est assez marrant. Et du coup, ça chambre un peu? Ouais, il essaie de me chambrer un peu, mais moi, voilà, je reste stoïque. Tant qu'ils m'auront pas dépassé, ça va. Et bah du coup ça peut servir de transition là. On parlait du training et il y avait aussi tes objectifs à titre perso sur le QS. Tu peux nous en dire un peu plus sur voilà quels sont les objectifs et comment tu t'y prépares? Alors moi, l'objectif principal c'est déjà de progresser et d'être meilleur surfeur que je ne le suis. Donc les compètes m'aident beaucoup pour ça. Je rencontre plein de monde qui déchire le spot et ça m'inspire. Et en même temps, je me mets en situation d'évaluation un peu avec les juges, avec les scores. Et ça me permet de toujours réfléchir à mes planches, toujours réfléchir à mon hygiène, etc. Mon hygiène de vie. Le training, être en forme pour la compète. Donc ça, devenir un meilleur surfeur que je ne le suis. Et c'est vrai que j'ai ce petit rêve-là de gagner au moins un événement international dans ma vie et notamment enfin QS quoi. Donc j'ai ce petit truc-là et c'est ce qui me pousse quoi. Et aussi représenter les couleurs de la Bretagne et être un des premiers à, tu vois, faire top 20 en Europe ou peut-être top 100, enfin des choses comme ça. Essayer de pousser un peu les records bretons encore un peu plus. Le premier surfeur breton à avoir gagné un QS, c'était mon frère Gordon à l'époque. Donc j'essaie au moins de faire mieux que lui. Tu te donnes combien de temps pour arriver à ça? C'est assez variable, mais 2-3 ans, on va voir comment ça évolue. Dans 2-3 ans, j'aurai 29 ans, donc on dit que le pic de forme, c'est à 27 pour un athlète, on va voir. Je pense que dans le surf, c'est plus tard maintenant. Ouais. Quand tu regardes pas mal de surfeurs, moi je pense que le pic de forme, il se situe entre 30 et 33. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'ai toutes mes chances de mon côté. Et justement, au niveau de la relève bretonne, on voit pas mal de riders qui commencent à casser le spot. Aurélien Buffet qui a fait une bonne prestation au Pro Junior de la Torche. Théo Julie. Lacano, il a fait Lacano, qui était bien. 5e. Quart de finale, Man on Man, c'est 5e. Ouais. 5e. Au Airborne, il n'était pas dernier. Enfin, il y a eu Titouan Canevette au Airborne. Oui, Titouan Canevette au Airborne. Enfin, ça occupe l'espace, quoi. On a un petit groupe de surfeurs qui poussent derrière et nous on fait un peu les grands frères pour les aider et voilà, ils ont des résultats, ils font leur truc. C'est pas facile pour eux parce que ils ont pas le soutien que les surfeurs aquitains ont, surtout au niveau des sponsors. C'est toujours un peu galère de se faire connaître. En Bretagne, t'es jamais dans l'eau avec le directeur marketing de ton sponsor, donc tu peux pas lui mettre un spray dans le front. Tu vas envoyer un petit mail avec une photo. S'il l'ouvre, c'est déjà bien. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Donc pour eux, c'est hyper compliqué de se faire connaître. Donc moi, déjà, j'essaie de faire ça aussi. Les sponsors, je les connais un peu plus. J'ai pas mal de contacts par-ci par-là et j'essaie de les aider pour essayer de se faire connaître déjà. Et puis après, eux, ils poussent à fond, ils sont hyper motivés, donc ils vont réussir, c'est sûr, par leur motivation, quoi. Et on a encore, là, c'est que les noms qui font des résultats, mais derrière, on a encore
tous les petits jeunes de 10, 11, 12 ans qui poussent et qui sont à fond dedans. C'est ma question. Ouais. Moi, je te l'ai coupé. Non, très bien. Ouais, je voulais savoir s'il y avait, Ouais. il y avait une autre génération qui se préparait en embuscade. Il y a carrément une autre génération. Encore peut-être plus puissante que nous. Moi, je vois des surfeurs qui ont 12 ans, là, qui surfent bien mieux que nous à l'époque. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, avec les clubs qu'on a maintenant en Bretagne, donc il y a eu un développement de clubs, et notamment le 29 Foot Surf Club avec Thomas, qui est à l'origine de la création. Ça se développe énormément. Lui, dans son club, il doit avoir 80% de jeunes, un truc comme ça. Et d'ailleurs, où sont les meilleurs, Morbihan ou Finistère? Ça, je suis désolé, hein, mais c'est dans le Finistère. C'est dans le Finistère. La torche ne peut être qu'olympique, comme on dit. Joli. Bon, et puis il y a quand même un truc qui se détache clairement là, de la scène bretonne, et ça va peut-être pas plaire aux surfeurs aquitains, mais c'est que vous prenez quand même vachement moins la tête et que vous êtes beaucoup plus détendu. Vous avez la connerie aussi en vous, ce qui n'empêche pas de faire des résultats, ce qui est encore plus beau, quoi. Et ça a été porté pendant super longtemps par du coup Thomas. Il y avait aussi un peu l'étiquette Cannabis et tout ça qui jouait bien le rôle, mais toi t'es pas le dernier. Non. Et je vois que la génération, enfin ceux qui sont avec toi, notamment là sur Anglette, c'est la même chose, quoi. On sent qu'il y a une vraie nous on fait ça énergie. On fait ça pour le fun en fait à la base. Et peut-être qu'ici des fois c'est pas trop ça. C'est peut-être parce que le papa il fait ça et que tu vois ça devient un métier, quoi, ici. Chez nous c'est le fun avant tout, le plaisir, quoi. Donc les jeunes ils se développent comme ça, et s'ils vont surfer tous les jours, c'est pas, et surtout en hiver, etc., c'est pas parce qu'ils ont un contrat derrière ou un mec qui les pousse, c'est parce qu'ils adorent ça, quoi. Et ça, c'est un vecteur chez nous qui est hyper important. Et les jeunes, ils sont à fond dedans. Et puis l'esprit breton déjà est assez fun, donc ils sont là-dedans. Cannabis, ça nous a bien aidé aussi. Ils étaient énormes, Cannabis à l'époque. C'était d'ailleurs Rest in peace, Cannabis. C'est un peu dommage, mais ouais, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité, et les jeunes, ils sont là pour le fun, et le reste, c'est accessoire, quoi. Enfin, ils ont pas de pression, en fait. C'est ce que j'avais demandé, ouais. Ils ont pas trop de pression du regard, tu vois. Et donc, ils font ce qu'ils veulent, ils se développent, ils se marrent avant tout. Et moi aussi, dans mes publications médias, dans mes publications réseau, etc., j'essaie de me faire rire avant toute chose, avant que de faire plaisir je fais plaisir à mes sponsors, mais tu vois, j'ai pas une ligne directrice parce que je suis en Bretagne, tu vois, je suis pas juste à côté, donc voilà. D'ailleurs, quand on parle de ça, de la déconne, et pour ta part, on pourrait parler aussi pas mal d'autodérision. Et dans tes clips, depuis quelques années, tu as une vraie ligne de conduite où chaque clip de Yann Fontaine, on en mettra quelques-uns dans la bio, c'est on attend de savoir ce que tu vas nous sortir comme délire. Et c'est carrément ça. Et c'est toujours bien créatif. Comment t'es venu ce délire? C'est inné en Bretagne ou c'est... Non, ça, je pense que c'est plus peut-être les clips. C'est mon frère à l'époque, il en faisait un petit peu, et ma mère, en fait, elle a un côté artistique assez développé, et elle est écossaise, donc l'humour british, tout ça. Moi, j'ai toujours vu ça à la télé, et ça m'a toujours fait marrer. Et en fait, ce côté un peu autodérision, ça me plaît vachement. Et quand je vois un edit très banal, en fait, je trouve, ça a beau être du surf, des fois c'est chiant, quoi, franchement. Donc moi j'essaie de me faire marrer avec des trucs marrants, des montages un peu, c'est moi qui les fais la plupart du temps, donc où je bosse avec un pote à moi qui Gaëtan Duc, qui est un bodyboarder, qui lui dans le bodyboard ils sont vachement développés là-dedans, donc ouais, voilà, j'essaie de me faire marrer. Et du coup, c'est que de l'autoprod, ce que tu fais, tu montes toi-même derrière ton ordi. Ouais, j'ai pas beaucoup de clips qui sont produits par quelqu'un d'autre, non. C'est autoprod ou avec mon pote Gaëtan Duc, ou à l'époque on a fait quelques clips avec Ronus. Ouais. Mais c'est pareil, il habite à Brest, pas loin de chez moi, donc j'allais chez lui et on faisait les clips ensemble. Ok. Et t'as une production, pardon, je te coupe, mais ouais, t'as une production en plus de clips qui est quand même assez, qui est loin d'être ridicule. Par rapport en plus à toutes les casquettes que t'as, et voilà, le temps que ça te prend. Ouais, bah, ça, c'est un truc,
j'essaie de développer, notamment par notre distance, tu vois. Donc, si je sors pas un clip de l'hiver ou de l'été, y a pas beaucoup de gens qui me voient au final, à part sur les compètes, quoi. Donc, c'est un truc important. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais c'est aussi quelque chose qui est important, je pense, pour mes sponsors, quoi. Donc, je fais les deux. C'est les sponsors qui le demandent ou c'est toi qui t'imposes une rigueur? Enfin, t'en sors quoi, 2-3 par an? En fait, je pense que ouais, voilà, à peu près, ouais. Les sponsors, ils me le demandent pas forcément, mais si je le fais pas, ça se remarque, tu vois. Voilà. D'accord. Dans ce sens-là. Ça fait partie de ma personnalité de faire des clips et de faire, donc c'est comme ça que... Et ils te font des commentaires par rapport à ta ligne enfin, ta ligne artistique, je dirais, ta direction artistique? Non, ça va. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de. Les choix musicaux. Les choix musicaux, ça va. Ils sont contents. Non, ils sont souvent contents. D'ailleurs, c'est original, quoi. Donc eux, ça leur plaît. Après, c'est vrai que quand on a des logo placement, des choses comme ça, il faut que je sois assez rigoureux parce que eux aussi, ils ont des lignes directrices derrière. Mais je suis assez free là-dessus. Ouais. Oui, là, par exemple, sur le dernier, on a fait avec Gaëtan, il a fait d'ailleurs un logo enflammé Billabong là, et ça a bien plu au directeur marketing. Il dit, ah putain, c'est pas mal ça. Et voilà, des choses comme ça. Si ça se trouve, tu le verras dans toute la campagne. Ouais, peut-être. Qui sait. D'ailleurs, c'est un truc, tu bosses, c'est-à-dire que tu te contentes pas de faire le clip. T'envoies des communiqués de presse à tous tes sponsors, à tous les médias, avec tout le package story Instagram, format Instagram et tout ça. C'est quand même c'est très très pro. Bah, c'est quelque chose que j'ai compris assez rapidement, c'est que si je le faisais pas moi-même, j'allais dépenser beaucoup d'argent pour le faire déjà. Et donc du coup, je l'ai fait moi-même déjà d'une pour que j'ai une main sur l'image que j'essaie de développer. Et voilà, non, c'est pas hyper compliqué au final, donc j'arrive à le faire, ça va. Non, mais toi, j'en parlais tout à l'heure à Rémi avant que tu arrives. À l'époque de Surf Session, je me souvenais qu'en fait, t'envoyais toi-même spontanément tes clips. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est un mail avec 2-3 lignes et puis le lien Vimeo. Mais en fait, il y a tellement d'autres surfeurs français qui le font pas. Ça paraît évident pour toi et c'est super, mais c'était assez rare pour être souligné en cas, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je le remarque pas, en fait. Je sais pas trop comment ça marche autrement, tu vois. J'ai jamais travaillé avec un agent ou un mec qui gère tu vois. Donc, c'est moi qui fais tout. Je sais pas trop comment ça marche autrement. Écoute, tu le fais plutôt bien. Ouais, c'est gentil. Et d'ailleurs, l'update pour Romain qui n'a pas dû recevoir le dernier mail, c'est que maintenant, tu as carrément le package avec les stories Instagram pour pouvoir diffuser les stories qui font la promo du clip. Et c'est quand même next level. Format. Je regarde des tutos sur YouTube, là. Comment faire le format story sur Final Cut. Là. Je trouve ça va, c'est pas trop compliqué. Et donc, ton image, c'est quelque chose que tu gères plutôt bien. Est-ce que tu te permets de l'inculquer à tes poulains, que ce soit chez Billa ou tes poulains en Bretagne, pour savoir se vendre au-delà du côté simplement sportif? Je pense que maintenant, dans le surf, tu peux pas te contenter de faire des résultats. Il faut aussi avoir une image, un caractère développé. Après, les jeunes de 14 ans, moi, c'est normal, ils ont 14 ans, ils sont pas, moi, j'appelle ça la recherche du style. Tu recherches ton style jusqu'à 18 ans, quoi, un peu plus tard. Et après, il faut vraiment que tu essaies de développer ton caractère. Et donc, les jeunes bretons, par exemple, Titouan Canevette, je lui inculque ça, c'est que lui, c'est pas ses résultats qui va le faire démarquer, c'est son attitude de tous les jours, quoi. Il faut qu'il soit vrai, il faut qu'il marche sur ses atouts, qu'il développe ses propres qualités et qu'il travaille là-dessus. Donc lui, il a un petit caractère, tu vois, assez fun, assez décalé. Là, cette année, il a fait le Red Bull Airborne, tu vois, il est totalement dans son moule, quoi. Et avec les jeunes de chez Billa, j'ai moins ce côté je suis moins personnel que je les vois moins et je peux moins développer ça, mais c'est vrai que je leur en parle plus pas forcément de coach, mais en tant que grand frère, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup mieux quand tu développes un caractère, je pense, pour une marque que juste des résultats sportifs, quoi. Donc il faut pas avoir peur de ses goûts, de ce que tu aimes, et
Et dans tes edits, dans tes images, dans les trucs que tu développes, je pense qu'il faut que tu aies une touche personnelle, quoi. Sinon tu tombes dans le mainstream, comme on dit, quoi. Ah ouais, mais non, mais on a vu plein de mecs avec des très très bons résultats, mais qui n'avaient pas forcément d'image, et à qui, du coup, les sponsors ont tourné le dos. Ouais. Et dans le surf, là, ça a vraiment pris un tournant ces quelques années. Ouais. C'est super important. Ouais, des fois, il y a des mecs qui font que du free surf et qui ont une identité bien marquée. On parlait de Dionégus tout à l'heure, qui doit, si ça se trouve, gagner mieux sa vie que le 35e du CT, quoi. Bah, complet. C'est sûr. C'est très probable. Et donc, comme quoi, les résultats ne font pas tout. Et justement, donc, tu as des poulains comme Justin où il y a la carrière de compétiteur, mais il a aussi, grâce au film Vague à l'âme de chez Billabong, d'ailleurs de Monster, enfin bref, les deux, Billabong et Monster. Billabong, faut dire Billabong. Et on voit qu'il a ce côté grosse vague qui plaît bien aussi. Il te pose des questions sur le choix. Non, ça, lui, c'est plus son père qui a géré ça. Et surtout lui, il avait envie de charger comme un porc. Il est fou, Justin. Il a cette envie-là de charger les plus grosses vagues. Il a pas peur, quoi. Et c'est très précoce, je trouve, pour son âge. Il a 17 ans, il a déjà fait Jaws, Mulagmore. Il y avait... je pense aussi c'est son rapport aussi avec Sancho. Et Sancho l'a bien pris sous son aile par rapport à ça aussi, je pense. Et donc Justin, il adore ça, donc je pense qu'il développe. Mais c'est pas du tout moi, c'est plus Sancho, son père, qui a développé ça. D'ailleurs, ça me fait ma transition pour toi. J'ai vu sur ton Instagram cet hiver que ça a commencé à charger sévère en Bretagne. Grande planche, t'es 9-2, c'est ça? Ouais, bah, c'est un truc sur lequel t'as envie d'aller? Ouais, bah, c'est toujours la limite un peu de nos capacités, quoi. Moi, j'aimerais bien pousser un peu plus. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'aller faire du surf de gros, par chez moi. Et on a quelques spots, mais c'est pas non plus comme ici où c'est l'accès, par exemple, à Perlamantia ou des choses comme ça, c'est vraiment facile. Chez nous, ça peut être assez loin. Il y a des riffs qui tiennent jusqu'à 4 mètres, mais avoir vraiment du gros, on n'a pas trop. Et du coup, cette année, l'année dernière, on a commencé un peu à chercher des spots à la rame. Et on a trouvé 2-3 spots qui étaient super et très prometteurs. On a aussi, il y a eu du towing un peu avec Ronan Chatin, on en parlait tout à l'heure. Il a développé ça un peu il y a quelques années maintenant. Sur une grosse droite. Ouais. Et donc il développe ça et c'est vrai que Ronan, c'est un truc que quand on était gamin c'était pareil, c'était que le surf c'est dans toutes les conditions, quoi. Et lui, d'autant plus, il disait le surf c'est dans tous les supports aussi, quoi. Il faut savoir être pluriel, sinon t'es un surfeur de petites vagues, quoi. Donc on a développé ça un peu et c'est vrai que moi ça m'intéresse. Avec Gaspard on a été 2-3 fois et Thomas et tout, et quand on est en équipe et tout, c'est marrant, on se marre bien. Des fois on va, c'est pas très gros et on est avec notre 9-2, on s'entraîne un petit peu, on a l'air de cooks, mais bon, c'est pas grave. Et puis des fois où c'est un peu plus gros et là on se soutient vraiment et on se pousse, et on a pas mal de surfeurs. On commence à avoir pas mal de surfeurs en Bretagne qui viennent chercher un peu des grosses vagues. On a un bodyboarder là qui c'est Germain Romigou, qui s'est lui reconverti à ça parce qu'il adorait le bodyboard et l'aspect charging, quoi. Et maintenant il fait du surf, mais il fait que ça, que des grosses vagues. Que du charging. Ouais. Et vous avez des sérieux slabs aussi. Ouais. Il y a moyen de se challenger par contre. Ouais, on a des sérieux slabs, mais malheureusement moi pour l'instant j'ai pas mon permis bateau et ça c'est un truc que je vais faire cette année et on va développer ça à fond. On a plein de vagues qui sont accessibles, mais ce serait mieux d'avoir un jet, quoi. Ouais. Pour prendre des vagues et être à l'aise et s'entraîner et puis après retourner à la rame avec une board peut-être plus petite, mais au moins t'as compris comment le spot marchait, quoi. Et le surf de grosses vagues, c'est quelque chose, tu serais capable de voyager pour aller surfer des plus grosses vagues, genre par exemple aller à Nazaré ou à Meniakios ou... Je vais être honnête, je me sens pas capable à ce stade-là maintenant. Tu me dis d'aller à Nazaré demain, je te dis non, j'y vais pas. T'es fou. Je te parle à terme, ouais. Tu vois. Peut-être à terme. Ouais. Développer ou pas pour l'instant? Moi, j'aime beaucoup les barrels. J'aime beaucoup faire des tubes.
Mais si pourquoi pas, ça peut être un challenge mais pour l'instant je fais étape par étape. Je vais d'abord aller charger chez moi, après charger peut-être sur des spots un peu, et après j'irai à Nazaré et me tuer quoi. Mais pour l'instant je vais y aller étape par étape, parce que sinon je vais arriver là-bas et je vais me fracasser comme n'importe qui. Voilà. Bon, on vous repart dans des eaux un peu plus chaudes et des vagues un peu plus petites pour le deuxième morceau de l'émission. Le morceau, c'est celui du clip Life is Better in Board Short de Billabong. Ça tombe bien, Yann. Il est sorti il y a quelques semaines, mais il a cartonné, et pour cause, en fait, il y a Italo Ferreira, Tyler Warren et encore Ethan Osborne qui démontent méthodiquement des spots de Polynésie française. Le clip est absolument à voir, et si vous l'avez pas encore regardé, le lien est dans la description. Le morceau, c'est Gay Human Bones de Harlem, histoire de bien mettre la patate, et on se retrouve tout de suite après. Ouais, gros surf trip en Polynésie pour le team Bila. Et pour toi, le surf trip en Bretagne est un peu permanent. Et ouais, il faut faire des bornes. Je parlais avec Gaspard l'autre jour, l'arseneur, donc ton pote, qui me disait qu'une année, il avait mis 20 000 bornes à sa caisse, rien que sur la région bretonne. Ouais, mais c'est ce qu'on fait tous les ans. Hein. En fait, nous, l'hiver, on est apte à faire presque 2 heures de route, voire 3 heures aller-retour, rien que pour surfer 1 heure, quoi, 1 heure et quart. Quoi. Et c'est même pas choquant pour nous, quoi. Donc on fait, c'est comme si là, tu allais à Biarritz, oh bah je vais aller surfer à Ourtin parce que les vagues sont pas mal, quoi. C'est des trucs comme ça, quoi. Alors, nous on fait exactement ça et parce que nous en Bretagne, on a tellement une diversité de vagues. On a, je sais pas combien de kilomètres de côte dans le Finistère, on en a 1500. Donc on a des spots en veux-tu en voilà partout, des orientations différentes.
Et donc du coup, on diversifie nos spots tous les jours, quoi. Et c'est un des trucs qui me botte dans le surf en Bretagne, quoi. Et c'est pour ça que je suis resté là-bas aussi. C'est parce que tu fais une semaine et ça n'a rien à voir avec l'autre qui suit, quoi. Et t'es tout le temps entertain, quoi. T'es jamais déçu, quoi, parce que tu vas sur un spot, tu découvres plein de trucs, t'as des potes, tu vas à la boulangerie du coin ou à la crêperie du coin. T'as des potes qui sont là, tu vas dormir chez eux le soir, le lendemain tu refais une cesse, après t'es reparti. Enfin, c'est un voyage permanent, quoi. Et c'est vraiment trop bien pour ça. Et il y a aussi le côté rude du climat. Ouais. T'as des tips, comment tu le combats, garder la motive quand l'eau est descend à combien, 8? Ouais, non, peut-être pas quand même. On a eu 8 il y a quelques années, mais c'est rare quand même. On a souvent du 10, mais c'est vrai que c'est une des eaux les plus froides. Après, en Vendée et Charente-Maritime, souvent ça descend plus froid que chez nous. Ouais, je pense ça descend à 8. Moi, je parle souvent avec Tristan et il me dit que lui, des fois, même j'ai un collègue, Alain Andro, qui est au Sable d'Olonne, il dit qu'il a halluciné, quoi. Il faisait vraiment froid. L'eau était froide. Ouais, moi, je suis des Sables, en fait. Ah et il y a 2 ans, il y a un pote qui est venu surfer en bateau, pardon, pas loin du spot où on surfait. Elle était à 7,8, à mi-janvier. Voilà, c'est ça. Donc nous, ça descend pas autant. Mais ouais, les tips, c'est déjà, là, les combinaisons maintenant qu'on a, c'est incroyable. Donc nous, on a bénéficié de ça et le nombre de surfeurs en Bretagne maintenant a décuplé grâce à ça. Tu vas le 12 janvier à 13h un mardi, va y avoir 25 personnes à la torche, alors que moi quand j'ai commencé et même jusqu'à mes faciles 15 ans, du 30 novembre au 2 mars, t'avais personne à l'eau, quoi. À la torche, laisse tomber. C'était peut-être le week-end de temps en temps, mais il y a 10 personnes, quoi, même pas personne à l'eau. Et là, les combis, ouais, maintenant, les gens, ça les fait plus peur, quoi. T'as des étudiants, ils vont surfer tout l'hiver, et pour ça, ils choisissent Brest ou les études pour aller surfer l'hiver, et ils s'en foutent, ils vont mettre leur combi 4-3, 5-3 cagoules, c'est parti. Et des filles aussi. Maintenant, moi, je fais des sessions en Bretagne, il y a plus de filles dans l'eau que de mecs. C'est jamais arrivé c'est énorme, c'est trop bien. Ouais, ça attendrit l'ambiance. Ouais, je trouve ça trop bien. Moins tendu quand il y a des filles à l'eau. Moi, j'ai ma copine qui fait beaucoup de surf aussi et elle a commencé un peu sur le tard, mais elle est à fond dedans et elle a un crew de surfeuses, quoi. Et elle va surfer avec elle et c'est parti. Et pareil, elle tape les bornes comme toi? Ouais, on tape les bornes ensemble du coup, mais on choisit nos spots, quoi. Voilà. Et non, ouais, elle est à fond dedans. La 4-3, la 5-4-3, la cagoule, elle s'en fout. D'ailleurs, elle met même pas de cagoule, alors que moi, des fois, je mets des cagoules. Mais... ouais. Non, le froid, ça nous fait plus peur. D'ailleurs, Gaspard, lui, il a un tips qui m'a fait découvrir, c'est avant, quand on était plus jeune, on mettait de la graisse de phoque sur notre front pour pas avoir la barre à la tête. Et ça marche vraiment? Ça marche vraiment. T'as pas la barre à la tête. En fait, ça te fait une petite fine pellicule de peau presque, quoi. Et donc l'eau, elle passe et tu sens pas le froid. Et ça marche vraiment. Et donc du coup, lui, Gaspard, il met presque jamais de cagoule. Que de la graisse de phoque. Ouais. C'est pas mal, hein. Le tips. Tu viens de vendre ton pote. Ouais. Justement, elle ressemble à quoi la scène de surf, la scène surf bretonne, un peu corps? C'est sur chaque spot, en fait, t'as un club, un shop et un crew de surfeurs, quoi. Ouais. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais vous connaissez, mais t'as la torche, tu vas avoir un crew de surfeurs, un club, un shop. T'as la palue, un crew de surfeurs, un club, un shop. Et à chaque fois, t'as un crew toute l'année qui surfe les intempéries, ils s'en fichent. Et puis après, t'as ceux qui voyagent un peu entre chaque spot, quoi. Et nous, on fait ça, on voyage entre chaque spot, on va voir un peu les spots différents. Et voilà. La scène bretonne, c'est ça, c'est des mecs motivés qui sont là pour le plaisir de la glisse, le plaisir du truc, pour aussi, en parlant de scène, à chaque fois que tu vas sur un spot, t'as des paysages, c'est incroyable, il y a des trucs totalement différents, t'as des roches totalement différentes d'un point de vue géologique, géographique. Il y a des gens qui font des kilomètres rien que pour voir ça, quoi. T'as du granit rose en haut, t'as du granit en bas, t'as des strates au milieu. Enfin, du coup, à chaque fois, t'as une scène, t'as
t'as un paysage et puis t'as ton petit spot et ton petit crew et tu vas surfer avec tes collègues, quoi. Et toi qui fais souvent l'aller-retour entre la Bretagne et l'Aquitaine, tu dirais que l'ambiance est meilleure chez toi? Bah oui, mais après moi je suis un peu chauvin, mais non, moi c'est vrai que l'Aquitaine, enfin surtout Osgore et tout, c'est vrai que à l'époque quand je descendais, ce côté pin, forêt, tu marches sur la plage, il y a pas grand monde, t'as des bancs de sable parfaits. Je trouve que ça a un peu perdu, quoi. Maintenant t'es obligé de faire des kilomètres un peu aux alentours de la zone pour essayer de trouver un truc tranquille et Maintenant, il y a le fat bike. ouais, et ça c'est la révolution pour vous. Ça c'est enfin pour eux, pour vous, c'est top ici. C'est vrai que le fat bike là, c'est un truc révolutionnaire et je comprends pas que ça ait pas été inventé avant. C'est trop bien. Mais non, moi le côté pin, l'odeur des pins, passer sous les pins, tu passes la dune et derrière il y a un petit spot, ça j'adore. Mais c'est vrai que je trouve que l'ambiance chez nous, et surtout peut-être l'hiver, c'est vrai qu'ici, l'hiver, enfin, moi, je dirais que l'hiver est rude ici. Parce que d'une, t'es un peu excentré des grandes villes, il y a pas grand-chose. Après, Biarritz, moi, j'ai fait Biarritz, c'est quand même plus sympa, je pense, l'hiver. Plus facile, quoi. Mais chez nous, c'est vrai que l'hiver n'est pas si rude que ça, quoi. Parce que t'es là, tu vas faire ton surf, c'est assez peinard, il y a du monde à côté, il y a une belle scène. Si tu prends un fly, bah, tu vas te balader ou tu vas voir le coin et Ouais. voilà, quoi. Et l'ambiance à l'eau, plutôt entre surfeurs, là? Moi, en Bretagne, c'est plutôt, on n'a pas trop de problèmes encore, pour l'instant. Je touche du bois. Comme je te disais, il y a un crew par spot. C'est les locaux. Les gens qui y vont là-bas, ils respectent. On n'est pas surpeuplé encore. Il y a quelques spots qui sont peuplés, mais on n'est pas surpeuplé comme ici. Et ça c'est pas mal aussi, quoi. Et en fait, on a tellement de spots, tellement d'étendues que je pense que tu mets la population d'Osgore l'été qui surfe, tu remplis même pas un 30 des spots de Bretagne, quoi. Donc au final, nous on a plein de places encore et il y a beaucoup de gens. Énormément de gens qui surfent tout seuls encore, quoi. Vraiment, et j'en connais plein, des ermites, là, ils mettent leur 654, ils ont des 654 et ils surfent toute la journée, cassoulet le midi, froid dans la voiture, et ils surfent tout seuls toute la journée. Et ça, il y en a plein en Bretagne, des mecs comme ça. Ça, c'est le Graal pour les mecs ici, en fait. Ouais, mais chez nous, en fait, il y a même pas de question de surpeuplement encore. Enfin, pour l'instant, quoi. Après, on va voir comment ça évolue, mais je pense que vous avez quand même, il y a un gros tourisme de surfeurs provinciaux ou non qui travaillent maintenant à Paris et qui vont aiment plus le en surf Bretagne, et ouais. qui viennent beaucoup en Bretagne pour surfer. Ça, la cohabitation se passe bien. Moi, je Ouais. connaissais des clubs de surf parisiens Ouais. qui se faisaient des grandes virées à 10-15 en Bretagne pour surfer. Ça... Moi, Maintenant, ils vont en Vendée. Ouais, non, ouais, pour l'instant, ça va, hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu de soucis particuliers. Les seuls soucis que t'as, c'est des fois, t'as des surfeurs bretons ou des surfeurs locaux qui voient tellement de personnes. Tu vois, ils sont à surfer à 5 tout l'hiver, et puis là, ils voient Ils sont 7, c'est sûr. ils sont 7 et ils pètent un câble des fois. Et ça, c'est malheureux. Souvent, c'est des mecs qui sont pas très forts et qui ont jamais vraiment bougé. Et ça, c'est le seul problème. Mais c'est très rare, quoi. C'est très rare. Justement. Non, Ouais, vas-y, pardon. nous par rapport à ici, c'est qu'on n'a pas de mecs qui viennent en surf trip, tu vois. Vraiment, Il le n'y a surf pas de trip. mecs qui viennent pour le surf en Bretagne. Bah, si, pour le surf intermédiaire, débutant et l'ambiance du truc. Voilà. Mais des mecs, tu verras jamais, par exemple, un Portugais dire putain, je vais aller faire un surf trip en Bretagne, quoi. Je suis un bon surfeur portugais, je vais aller faire un surf trip en Bretagne. Ça n'existe pas encore pour l'instant. Les seuls que j'ai vus dans mes années, j'ai vu les gars il y avait un trip surf cess avec Quick, là, on a vu Marco Mignot et Mathis Crozon et Patrick, mais c'est les derniers qu'on a vus qui ont été faire un surf trip image en Bretagne. Enfin voilà.
Donc ça c'est top, on est assez peinard. Et même moi je suis même friand. Ouais, d'ailleurs vous êtes super accueillant. Moi je sais que tous les événements que j'ai eu l'occasion de faire en Bretagne, il y a un super accueil. Il y a un super accueil des surfeurs étrangers en Bretagne en règle générale. Bah nous on est friands de ça parce que on adore le surf, on adore les gars qui fracassent, donc s'ils viennent de fracasser notre spot, c'est hyper inspirant. Donc moi je suis friand de voir des mecs débarquer et fracasser mon spot. Par rapport d'ailleurs à une compétition là qui s'est créée à la Torche, le Pro Junior, là, ça fait 2 ans maintenant. Mais c'est incroyable pour nous, La communauté surf a que en bénéficier, quoi. Tu vois des mecs qui fracassent ton spot, les gamins, ils sont là, mais putain, mais... Il y avait, à l'époque, il y avait un... Ouais, il y avait une EPSA à la Torche qui était bien coté et tout ça, et qui avait été QS, je crois, quand les EPSA étaient passés QS. Ouais, mais moi, j'ai pas bénéficié de ça. J'étais la génération d'après. Ouais, j'étais la génération juste d'après, donc j'ai pas vu beaucoup d'événements. Il y avait 2-3 Grom Search, des trucs comme ça, mais il y avait eu un festival de la glisse ou un truc comme ça, je sais plus quoi, surf de la glisse. Il y avait Morgan d'Avzac, PV Laborde. D'ailleurs, je suis retombé sur des images. PV Laborde, il met une braque chez moi à la Reforme, je me rappelle. Je suis retombé sur les images il y a pas longtemps, là, sur des vieilles cassettes. Je lui dois une braque, d'ailleurs. Mais non, voilà. Tu t'en occuperas à la gravière ça, ouais, peut-être pas quand même. Je vais peut-être me faire... non, on verra. Mais ouais, ça, c'est des trucs que moi, quand je suis gamin, j'ai souvenir de ça. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose, je sais pas, chez nous. Ouais. Vous êtes moins gâtés en termes d'événements sorts. Ouais, c'est dommage. Moi, je suis friand de ça. J'attends que ça. Il y a Tom Carroll qui est venu l'an dernier à Brest avec Jérémy, Marco, Tikanoui, Smith. Ouais, et ils ont surfé à la Palue et tout. Ouais. Ils ont eu froid apparemment. Non, mais c'était bien. Moi, je trouvais ça trop bien. J'étais trop content qu'ils soient là. Et tu parlais des crews tout à l'heure. Toi, t'es originaire de Quimper. Ouais, je suis né à Quimper. Ouais. Et donc, je suis né quel est ton crew? C'est Quimper? Alors, mon crew, c'est la Torche. C'est ça, mon crew. C'est que le spot le plus fréquent, le plus consistant quand t'habites à Quimper, c'est la Torche. Et puis, c'est le spot le plus connu, quoi. Donc, moi, j'ai évolué à la Torche. Et de toute façon, à la Torche, à Quimper, il n'y a pas la mer. Donc, on allait faire du surf rivière à l'époque, je me rappelle, avec Gas. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que Gaspard, moi, mes frères et ses frères à Gaspard, il a aussi 2 frères, pareil. Et donc, on était à peu près les mêmes âges. Et il y a aussi la famille Cornec, avec Hugo Cornec. Bon, lui, il a beaucoup été présent quand on était ado. Maintenant, il a un peu quitté et il revient un petit peu surfer, mais... Ouais, c'était le protégé de Jean Quette. Ouais, voilà, à l'époque. Et donc, en fait, on est voisins. On est genre... on habite à 10 pas l'un de l'autre à Quimper. Et donc, on allait tout le temps faire parce que c'est quand même à une demi-heure de route. C'est comme si quelqu'un... Enfin, je sais pas... mais déjà, la Torche, c'est bien à 15 minutes de route du premier... du premier bon bled, ouais. Maintenant, moi, à Pamar, il y a beaucoup de gens qui habitent à Pamar maintenant, mais bref. Donc voilà, donc on faisait la route ensemble et en fait, ça, c'était mon crew, quoi. On allait avec mes frères et ses frères et leurs frères, voilà. Et on allait à la Torche et on rejoignait le crew de la Torche et on s'est tout de suite intégré et on fait partie de la Torche, quoi. C'est ça, le crew. Et en parlant de crew, on a vachement parlé tout à l'heure de tous les bons surfeurs bretons, y compris les nouvelles générations, là. Il y en a dont on n'a pas parlé. On a évoqué tout à l'heure Renus, mais c'est Aurel Jacob et Owen et Le Goff. Et du coup, le crew qu'ils ont monté tous les 3 et Lost in the Swell qui a cartonné. Ouais. Quel regard toi tu portes là-dessus Bah moi je trouve ça énorme. En fait c'est leur rêve déjà. C'est un peu le truc. Renus c'est son projet. Il voulait faire ça depuis vachement longtemps. Et Aurel et Ouin aussi c'est pareil. J'appelle Ouin parce que c'est comme ça que j'appelle. Nono d'ailleurs, Nono et Ouin. Et non, Lost in the Swell c'est trop bien. C'est exactement l'image qu'il faut pour les surfeurs bretons, quoi. C'est des aventuriers, c'est des mecs qui bravent les mers, qui bravent les terres, donc qui déconnent, qui sont hyper drôles et qui surfent en plus, donc ouais, c'est parfait. Moi je suis à fond et je suis à fond derrière eux pour leur projet, c'est top. T'aimerais en faire un avec eux? Ouais, tu serais vu. J'ai pas le droit. Ils ont pas le droit de guest. Non, on a fait un petit peu, mais non, c'est comme il disait, Renus, c'est pas du tout la même chose, quoi. Du coup, les gens se perdront un peu, mais c'est vrai que moi, j'adorais faire ça. J'adorais faire un trip, rien qu'en bateau, partir, faire un trip. Moi, j'ai les seules expériences de beau trip que j'ai, c'est au Mentawai.
mais j'adore ça, quoi. Je trouve ça trop bien d'être en mer avec tes potes et pour surfer des vagues. Enfin, il y a rien de mieux, quoi. Donc, j'aimerais bien faire ça un peu plus, ouais. Développer, voilà. Dans l'avenir, c'est un life goal que j'aimerais bien checker. Faire un trip, tu vois, faire des trips en bateau, cruiser avec tes potes et aller chercher des vagues. Et en Bretagne, on peut le faire un peu, donc. Ouais, il y a moyen. Déjà, on fait déjà, on va un peu sur les îles se balader, rien qu'en plaisance. Là, on a les Glénans qui est à côté de chez nous. On appelle ça la Polynésie bretonne. C'est des plages de sable blanc à fleur d'eau, c'est turquoise. Et donc, nous, on va se balader là souvent. On va pêcher un peu aussi. Donc, moi, j'aimerais bien faire le tour de toutes les, tu vois, pourquoi pas. Et Lost in the Soil, ils l'ont déjà fait en plus. Donc, Et d'ailleurs, en bon breton, est-ce que tu navigues? Bah, mon père m'a fait naviguer quand j'étais gamin. Donc, ouais, je navigue un peu. Après, je suis un piètre matelot. Je suis pas très bon, je connais pas tout, mais je pourrais naviguer sur un bateau à voile, ouais, sans souci. Ouais. J'ai pas le mal de mer, à la différence de Thomas Joncourt. Je balance un peu, mais. Ah bien. Bim. Prends ça, Thomas. Non, mais en même temps, ouais, il a eu du dur encore. C'est marrant parce que en même temps, il est pas bien, en même temps, il adore ça. C'est marrant, il a le mal de mer, mais pourtant, il attend que ça, son beau trip à Mentawai, quoi. D'ailleurs, au Mentawai, vous étiez une bonne équipe. Ça avait l'air d'être bien fun. Ouais, bah ça, c'est le crew du 29 Foot Surf Club, quoi. Et il y avait mon frère, il y avait Gas, il y avait Thomas, il y avait Alan. Et, c'est pas la première fois que vous partez comme ça. Ben là, c'est la première fois où on remplit le bateau vraiment full. On était parti avec Thomas et 2-3 jeunes, mais on était avec d'autres gars sur le bateau encore, avec Teiki d'ailleurs, Teiki et d'autres gars de Bali. D'accord. Et là, on remplissait vraiment le bateau full. Donc ouais, c'était trop bien. Vous parliez en breton? Ouais, que en breton. On est fluent breton, y a pas de souci. Non, on parle pas breton. On sait dire des expressions, mais malheureusement, non. Moi, je pense que je parle plus allemand, espagnol, anglais que je parle breton. J'imagine. Et sinon, petite question piège, le cidre basque ou breton? Ouais, breton. La douceur. Le cidre basque, il est très amer. Il est pas... Bah, breton, c'est comme les crêpes. Il y a plein de gens qui essaient de faire des crêpes, mais faut arrêter, les gars. Les crêpes, c'est en Bretagne, et sinon, ça a pas de goût, quoi. Et d'ailleurs, c'est du folklore ou toute bonne session bretonne se termine à la crêperie? Ben, franchement, on n'est pas loin. Soit la crêperie, soit la boulangerie, et tu prends un Queen Amman ou un bon jus de pomme kerné, là, et t'enchaînes ça. Ouais, nous, c'est ça, on est très friands de les boulangeries du coin avec leurs petits trucs et tout. On adore ça. Et la session en Bretagne, c'est ça, tu vas surfer, tu te retrouves tous à la boulangerie ou à la crêperie à côté, et tu retournes surfer l'après-midi, ou tu changes de spot, tu fais un peu de route, tu fais un covoit, c'est marrant. Voilà. Tu nous la vends bien, ouais, la Bretagne depuis tout à l'heure. Et du coup, en Bretagne, donc tu dis que tu as pas mal de vagues différentes. Est-ce que à vagues différentes, quiver différents par rapport à un quiver que tu utiliserais dans les vagues landaises ou moi c'est simple, ou ton quiver de compète? J'ai très peu de planches qui marchent très bien dans les vagues landaises. C'est vrai que mes planches de vagues landaises, je les surfe presque que dans les vagues landaises. C'est des planches qui ont besoin de pouvoir venir très vertical, et en Bretagne on n'a pas ces spots là des gros bancs de sable avec vous avez des grains assez épais qui fait des énormes bancs de sable, des langues de sable avec beaucoup de courant et tout, et ça on n'a pas trop en Bretagne. Donc moi j'ai carrément un quiver de planches bretonnes pour l'hiver, pour l'été. Ah, t'as deux quivers, ouais, suivant combi ou non? Ouais, exactement, parce que je prends du poids avec la combi en fait. Donc j'ai des planches un peu plus dodues pour l'hiver, et pour surfer des vagues un peu plus conséquentes, on a des point break, etc. Donc j'ai des planches que je surfe pas du tout ici, quoi. Et ici, j'ai des planches que je surfe presque pas en Bretagne. Du coup, quand tu fais des compètes, ça doit être un peu compliqué de choisir ton quiver. Mais à force à développer ma vie, enfin, j'ai mon analyse des boards, ça va, je commence à connaître plus ou moins quelle planche me plaît, quelle shape, etc. pour quel type de vague. Donc pour l'instant, je fais pas trop d'erreurs. Et puis aussi, il y a des planches qui conviennent à mon surf aussi. Et ça, c'est peut-être le
plus important, quoi. C'est bien il faut toujours s'adapter au shape de la planche, mais en compète, il faut essayer d'une planche qui t'aide, quoi, qui pardonne un peu tes erreurs quand t'es stressé, etc. Donc, ouais, j'ai des planches qui m'aident bien. Et en ce moment, on voit une grosse tendance sur des planches un peu hybrides, plus petites, plus larges, des twins, des quads. Tu vas un peu sur cette mouvance-là? Ouais, je surfe des singles et tout, moi, mais caché. Non, je surfe des singles, des twins, du longboard, je surfe un peu de tout, j'ai tout chez moi. Mais ouais, si, je vais un peu là-dessus, je teste des trucs différents, surtout sur les matériaux, époxy, est-ce que je prends une époxy pour une planche de bonne vague, des trucs comme ça. J'ai des planches pour des point break aussi, Rob Vaughan, ils m'aident bien là, on a développé des bonnes boards de point break parce que chez moi, juste à côté de chez moi, on a un super point break qui marche assez souvent et qui est assez capricieux en planche. J'ai beaucoup de planches, si tu les mets là-bas, ça marche pas du tout, quoi. C'est assez massif et en même temps c'est creux. Enfin, c'est assez bizarre, mais j'ai des planches qui marchent que là-bas. Donc ouais, je cherche un peu de l'alternatif, ouais, carrément. Et puis souvent pour me faire plaisir, rien que ça. C'est rafraîchissant de surfer des trucs différents. Ouais, c'est clair, ça permet de faire d'autres lignes. Ouais. Tout ce qui est changement de dérive aussi. Ça... Ouais. Et quand j'étais gamin, je le faisais pas trop. Et c'est un truc que j'aurais peut-être dû commencer plus tôt. Quand t'es gamin, t'es un peu là, ouais, non, les singles, c'est pour les hipsters, les twins, c'est pour les drôles, le longboard, c'est pas, mais c'est vrai que j'essaye un peu de tout et c'est assez rafraîchissant de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai même essayé le foil, j'ai essayé plein de trucs, mais... T'as réussi? Le foil? Ouais. J'ai réussi un petit peu, mais dans les vagues, j'ai pris des boîtes énormes. J'aimerais bien essayer sur des au large ou sur des... Nous, chez nous, on a plein de spots comme ça qui pètent un peu au large sur des riffs sans vraiment péter. Et donc, du coup, tu pourrais surfer la houle et tout. Ça serait bien. Mais j'ai pas le temps, en fait. Je trouve pas le temps de sortir ma session de foil encore. T'en as un? Non, j'en ai pas. Mais je peux emprunter. Mais c'est vrai que moi, au bout d'un moment, c'est vrai que le shortboard et ce que t'apporte le thruster et le shortboard, ça ressort toujours. Et c'est vrai que même pour l'instant, même quand il y a 50 cm et que c'est un peu pourri, des fois, j'aime bien sortir mon shortboard et me faire du mal et essayer de bourriner. Ouais, voilà, ouais. Je suis assez passionné par ça. Et on enchaîne maintenant avec une des rubriques classiques de l'émission, le coup de pression ou une histoire bien flippante de surf. Yann, je suis sûr que tu en as une très très bonne à nous raconter. Ouais, on en a eu plusieurs, mais je vais rester sur la Bretagne. Et notamment une session de gros il y a peut-être 1 an et quelques. Et donc on s'était dit on a envie de prendre des vagues à la rame et pas batailler. Et donc il y a une session où on est arrivé au bord. C'est assez loin, toujours les spots chez nous c'est toujours un peu loin. Et Gaspard qui me fait mais non, il y a 2 mètres, même pas 2,50 m. Bataille pas, tu prends ta 8.6, non c'est même ma 7.2, j'ai une 7.2, c'est sa 7.2 ou 9.2. Donc toujours il y a un grand écart quoi. Et lui il me dit ouais prends ta 7.2, j'étais sûr putain ça a l'air gros pourtant, il me fait non prends ta 7.2 ça va le faire et tout. Oh, ok, bon ouais, je prends la 7.2. Et lui, il prend une planche un peu plus grande, bref, et on arrive là-bas, et en fait, il y avait carrément des vagues, il y avait presque, moi c'est une des sessions les plus grosses que j'ai faites en Bretagne, il y avait 4 mètres aux séries, et moi j'étais en 7.2, j'arrivais pas à prendre de vagues, je bataillais, j'étais obligé d'aller à l'intérieur. Gas, il venait à l'intérieur aussi avec moi, et puis on tous passait plus ou moins bien, on n'avait pas bouffé trop de séries. Et voilà, donc on se marrait, on était à l'intérieur et tous les autres, leur 9-2, ils étaient un peu plus au large, donc tu vois. Et Gas, il me fait, à chaque fois je disais putain là il y a une série quand même, parce que Gas il est toujours très, il est un peu couillu et il est toujours très à pousser, oh ça le fait, c'est bon. Et moi je suis plus peut-être un peu plus le réfléchi dans ce moment-là et je fais, putain il y a une série là, on va ramasser. On est à l'intérieur sur le riff et il me fait mais non c'est bon et tout, et je fais putain, et là j'étais juste un peu devant lui, je passe la vague et là je fais putain on va ramasser, terrible.
je rame à balle, je lâche ma planche, mais je passe juste en dessous. Et Gas était à 2 mètres derrière moi et paf, il pète sa board, pète son leash, il prend toute la série. On n'a pas de gilet, on n'avait rien. Donc il coule, il en peut plus. Moi, j'arrive à passer, je récupère ma board. Gas, il arrive à s'extirper quand même plus ou moins. Il va au bateau. Là, je fais putain, Gas, il a failli se faire du mal. C'est chaud. Je prends une vague ou deux et puis je vais voir quoi. Et je prends une vague. Je remonte, je suis tombé plus ou moins au take-off, je remonte et là pareil, je prends une série sur le front, pareil, je pète ma board aussi, je pète mon leash, pareil, sauf que moi je suis arrivé jusqu'au bord et je remonte juste au bateau pour savoir s'il avait pas vu un bout de board ou un truc, je savais pas si elle était cassée encore et en fait c'est au large, c'est des rochers donc après t'as 300 mètres de courant, de trucs, et je fais, putain, je vais aller chercher ma planche, quoi. Donc, il me jette un backup. Je vais chercher ma board, je la trouve pas, il y a des séries qui me pètent dessus au milieu. Et ce moment-là, je me rappelle très bien parce que j'étais perdu en mer entre des rochers. En fait, là-bas, il y a des rochers qui sortent de n'importe où, t'as des écumes dans tous les sens et ça m'a mis un énorme coup de pression parce que j'étais totalement perdu dans l'océan. Et j'avais aucun moyen de faire contact au bord ou au bateau qui était au large. Et du coup, c'était assez étrange comme sensation. T'es là, putain, mais s'il m'arrive une connerie. Surtout que je venais de prendre une boîte sur une vague. J'ai essayé de prendre une vague comme un con avec une petite board au bord. Et en fait, j'ai pris une énorme branlée, donc j'étais essoufflé. Et donc voilà, je me suis dit, putain, là, s'il m'arrive une connerie, je suis vraiment dans la merde. Et au final, j'ai retrouvé la board. Tout s'est bien passé, on est allé au bord. Gas, il m'a rejoint, il a pas trop bouffé et tout s'est bien passé, il y a pas eu de casse et on a eu Gas, il a eu presque les plus grosses vagues à la rame à ce moment-là en Bretagne. Il y a eu 2-3 photos qui sont sorties, mais on a gardé 2-3 trucs en réserve. Donc voilà, mais c'était gros coup de pression. Ça va, ouais, c'est bien flippant. Genre, on s'imagine l'atmosphère. Moi, j'étais en apnée depuis 2 minutes. T'imagines l'atmosphère. Ouais. Sous-équipé, pas du tout prêt, donc voilà. Avec le gilet, safety first. On avait même pas de gilet, n'importe quoi. Plus jamais suivre Gaspard Lassonneur sur un spot de gros. C'est le mantra. Ouais. On va bientôt achever donc cette émission et comme tout surfeur breton, tu dois être un surfeur super motivé. Ouais. Donc, on voulait savoir si on a une tradition, c'est le Grom Spirit, le conseil motivation. Est-ce que tu aurais un conseil motivation à nous délivrer? Bah, déjà, je dirais, entoure-toi d'une bonne bande de potes, rapproche-toi d'un club et essaye de trouver un crew, qui te correspond et pour t'y mettre à fond et surtout surfe ta vie, que ce soit dans l'eau, ailleurs. T'es un surfeur, donc vas-y à fond et n'aie pas peur du froid en Bretagne, ça va bien se passer. Si tu mets ta cagoule, t'auras pas la barre à la tête. Et de la graisse de phoque sur le front. Oui, la graisse de phoque sur le front. Et ce sera le mot de la fin. Un grand merci Yann d'être venu nous voir dans le studio. C'est, je pense, l'émission la plus longue qu'on ait jamais faite, mais ça en valait largement la peine, c'était super intéressant. Tu vas peut-être rajouter un petit mot? Ouais, bah je voulais déjà vous remercier les gars, merci Rémi, merci Romain. À la technique aussi. Non, merci beaucoup. C'était super intéressant. C'est vrai qu'on est passé dans toutes les cases possibles. Donc merci beaucoup et merci de penser à la Bretagne parce que tout le monde ne le fait pas. Donc merci pour vous. Merci à ça. Bah cool, et un gros big up à la scène bretonne. C'est vraiment plaisir, on l'a dit, de recevoir quelqu'un de chez vous, en espérant avoir le temps un jour d'aller directement sur place et de faire pourquoi pas une grosse émission avec tout le monde. Ça pourrait être très très cool. On garde ça dans un coin de nos têtes. En attendant, tout ce dont on a parlé d'un paquet de choses, est à retrouver dans la description des épisodes, que ce soit sur SoundCloud ou iTunes ou même Spotify. Vous continuez à échanger avec nous un peu tout le temps sur Facebook ou Instagram, on répond à chaque fois. Et d'ici là, n'oubliez pas... Allez surfer. You